Alors, lendemain de veille aujourd'hui aux États-Unis, après cette immense nouvelle d'hier, on est très heureux d'accueillir Catherine Loubier, ancienne déléguée générale du Québec. Vous avez tellement fait de choses, Catherine, que ça pourrait prendre tout le panel. Ancienne déléguée générale du Québec à New York, vous avez été conseillère en communication avec le premier ministre Stephen Harper. Vous avez été en Europe en communication, bref, et vous vivez... J'allais dire surtout, c'est pas pour ça qu'on vous prend uniquement, mais vous vivez aux États-Unis, donc vous avez le pouls de ce qui se passe là-bas. Vous êtes à Los Angeles. Merci d'être avec nous. Raphaël, vous avez survécu à la journée d'hier? Pour l'instant. Très bien. Alors, je vous le donne tout de suite, j'aurais deux grandes questions pour vous. Les effets de tout ça sur la campagne de M. Trump et de M. Biden, et les effets presque plus sociologiques dans la société américaine sur la confiance, le degré de confiance que les Américains portent envers le système de justice, qui est une question assez fondamentale et qui peut être une pente glissante après hier. Mais d'abord, je vous fais entendre M. Trump, qui dans c'était pas une conférence de presse, une déclaration un peu décousue, mais une longue déclaration de quarantaine de minutes, qui a commencé, et c'est la première phrase qui est peut-être la plus importante dans sa campagne. On écoute, puis on revient. A case where if they can do this to me, they can do this to anyone. Because they could right now, today, he could stop it. But he's not. They're destroying our country. Our country is in very bad shape. And the only way they think they can win this election is by doing exactly what they're doing right now. Win it in the courts because they can't win it at the ballot box. And it's reckless. It's dangerous. It's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Our justice system has endured for nearly 250 years, and it literally is the cornerstone of America. Catherine Loubier, je commence avec vous. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression d'un homme abattu par le verdict d'hier, mais d'un homme fouetté et qui va se servir de tout ça au cours des prochaines semaines? Oui, je pense que ça a été du grand Donald Trump aujourd'hui. On voit un Donald Trump qui continue ou qui plutôt va plonger dans sa campagne électorale, qui n'aura plus à passer de longues heures dans une salle de cours. Ce n'est pas la chute de Donald Trump. Hein. En fait, il va prendre la route des barbecues probablement avec sa femme Melania et répéter que le système judiciaire est brisé, que les institutions ont été corrompues par les démocrates. Et il va dire que c'est le seul qui peut rétablir la paix au pays, qu'il peut s'occuper de la frontière, de l'immigration, des grands enjeux de sa campagne électorale. Donc, pas du tout d'effet. C'est dans son habitude et son style. Il a essayé de discréditer le juge, l'avocate, la district attorney, j'ai pas le mot en français, l'avocat de la couronne. La procureure générale de New York. Donc, il a passé en procès, finalement, tout le système judiciaire de l'État de New York et il a discrédité ces personnes-là. Il s'est dit plus fort que jamais, hein, puis il y avait des preuves, un saut dans les sondages selon Daily Mail et un montant assez record de collecte de fonds. De près de 40 millions, nous dit-on, là, depuis hier. Alors, il est ravivé, ses troupes sont ravivées, aussi étonnant que ça peut être avec des accusations et un verdict historique aujourd'hui. Chez les Républicains, c'est un sondage, autre sondage, Ipsos-Reuters que je vous montre, Raphaël et Catherine. Chez les Républicains, les électeurs républicains, on demande, êtes-vous, après tout ça, après hier, êtes-vous moins enclin? Il y a seulement 10 des électeurs républicains qui disent qu'ils sont moins enclins à voter pour lui. Plus enclin, donc encouragé encore plus à voter pour lui, 35 et pour à peu près 60 j'arrondis, 56 des électeurs républicains, ça ne change rien. Donc, Raphaël, puis ça, on le dit depuis le début du procès, c'est pas une pierre dans un lac qui coule, là, ce verdict-là pour lui. Ça peut lui servir d'argumentaire, même. Ça lui sert déjà. Je rebondis sur ce que Catherine vient de mentionner par rapport à la collecte de fonds. Depuis hier, selon la campagne Trump, évidemment, il va falloir que les autorités américaines valident les données, là, mais on aurait amassé
un peu plus de 34 millions de dollars. Ce que ça représente en moins de 24 heures, c'est grosso modo 70 de tout ce qui a été amassé à la fois par le Parti national-démocrate et la campagne de M. Biden sur une période d'1 mois, pendant le dernier mois entier pour lequel on a des données, c'est-à-dire avril. Donc, ce n'est pas simplement M. Trump qui s'est vu fouetté par le verdict d'hier, c'est une énorme partie de l'électorat républicain. Maintenant, la question va se poser à savoir, on sait bien, les républicains vont se rallier à leur leader. Qu'est-ce qui se passe au niveau du vote indépendant? Les électeurs plus modérés, plus indécis, est-ce qu'eux sont peut-être susceptibles de basculer dans le camp démocrate suite au verdict d'hier? La réponse prudente à ça, Patrice, dans un premier temps, c'est de dire on verra. Encore une fois, on est en terrain inédit et on a très, très peu de données solides pour l'instant. La réponse chiffrée, on l'a aussi, en tout cas pour l'instant, oui. parce qu'encore une fois, ça fait à peine 24 heures. Chez les indépendants, il y en a 25 on vous le montre, qui sont moins enclins à voter pour Donald Trump après le verdict de culpabilité. Mais ça, encore une fois, c'est hypothétique. Et dire qu'on est moins enclin, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne votera pas pour cette personne-là envers laquelle on se dit moins enclin de voter. Donc ça, c'est un gros bémol à poser. Le deuxième, je bouclerai la réponse là-dessus. Quand vous regardez depuis 2015-2016, depuis la première campagne de M. Trump, je ne pourrai jamais, avec les quelques secondes que j'ai, là, faire une nomenclature entière, mais pensez simplement, par exemple, à titre d'exemple, les insultes contre un journaliste qui souffrait d'un handicap alors que M. Trump se moquait de lui, lorsqu'il aurait qualifié les soldats américains morts au combat en Europe de perdants, lorsqu'il avait invité explicitement, publiquement la Russie à s'ingérer dans l'élection de 2016, un procès en destitution, un deuxième procès en destitution, une première, deuxième, troisième, quatrième inculpation criminelle, il n'y a rien dans tout ça, alors que ça aurait disqualifié à peu près n'importe quel autre politicien aux États-Unis, qui a même eu un impact majeur dans les sondages. La seule chose dans les 3 dernières années, à part les élections de mi-mandat qui ont semblé réellement lui faire mal, ça a été l'insurrection au Capitole. Ça a pris une tentative de coup d'État pour qu'il perde 5 points. À peine 5 points, et 6 mois plus tard, il les avait récupérés. Bon. Considérez-moi comme étant sceptique pour ce qui est d'un impact énorme dans ce cas-ci. Catherine, je vais vous faire entendre, et Raphaël, un extrait de cette déclaration ce matin sur un autre sujet. Je disais que c'est décousu, mais j'ai choisi ça pour une raison, parce qu'il va chercher, puis ça va être la question que je vais vous poser, Catherine, il va chercher de l'appui parce qu'il parle de choses qui préoccupent aussi les Américains, comme les frontières. On écoute. Our borders are open. Our borders are going to be closed very soon. November 5th is going to be the most important day in the history of our country. But migrants are living in luxury hotels in cities all over our country, run by Democrats. Catherine, ça percole, la question des frontières, de l'immigration, des frontières trop poreuses. Ça va chercher du monde et l'attention de beaucoup de monde, ça. Absolument, absolument. Parce que d'abord, pour l'Américain moyen, là, qui gagne un salaire moyen, qui va travailler à tous les jours, toutes ces histoires de procès, c'est un peu un bruit qu'ils n'écoutent plus. Hein? Et la conséquence aujourd'hui, ils se disent, oui, mais bon, OK, il peut toujours être président et continue sa campagne électorale. Ce qui les préoccupe, c'est la frontière, ce sont les immigrants, ce ne sont pas qu'ils sont contre l'immigration, mais que ce ne soit pas organisé au niveau du logement, au niveau des institutions qui doivent répondre à cette augmentation d'immigration assez massive. Ils sont préoccupés par le coût de la vie. Donc, ce sont les enjeux auxquels ils souhaitent que le prochain président s'attaque. Et je vais vous dire, j'entends beaucoup ici aux États-Unis, pas juste de l'électorat, mais même d'un ancien président dernièrement. Les Américains disent pas mal, en tout cas, on l'entend beaucoup, on va voter pour celui pour lequel on n'aurait jamais pensé voter. On va voter pour Donald Trump, malgré ce qu'il est, parce qu'on ne peut pas accepter le statu quo et on veut sortir M. Biden de la Maison-Blanche parce que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un sentiment qui est assez répandu ici aux États-Unis et entre autres, les enjeux dont vous parliez, Patrice, sont numéro 1 pour eux. Ce matin, Bill Ackman, un gros bonnet de Wall Street, Schwartzman la semaine dernière, ont dit qu'ils allaient voter Trump. Et eux, ils votent avec des chéquiers aussi importants. C'est de l'argent. Ça, Catherine, comment vous expliquez ça? C'est qu'il y a beaucoup d'intérêts qui convergent vers cette idée que Biden est dépassé par un certain nombre de problèmes et que pour beaucoup de corporations, on aime mieux
même si on a des doutes, on aime mieux Trump à Biden? Oui, on va se pincer le nez pendant 4 ans et on va voter pour Trump, même si on était républicain connu. Les gens que vous avez nommés, certains sont à New York. Ils y sont depuis longtemps. C'est à peu près les seuls qui restent parce que les autres sont partis en Floride et au Texas. Étant donné le fardeau fiscal, étant donné les réglementations et le gouvernement qui est de plus en plus éléphant, donc les gens d'affaires ont de la difficulté à vivre avec ce nouveau contexte-là, qui est le contexte qui a été, disons, augmenté par le gouvernement démocrate. Et donc, les gens d'affaires, vous avez mentionné Steve Schwarzman, il a effectivement redonné son appui à M. Trump juste avant le verdict. Donc, pour lui, il a calculé comme tout bon gars de finance sur Wall Street, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à dire publiquement que j'appuie le président. Et il ne faut pas oublier aussi que certains sont juifs, comme M. Schwarzman, et voient ce qui se passe sur les campus américains. Elon Musk a fait la même chose. C'est peut-être moins surprenant, mais quand même. Il a dit que le procès, le verdict était une attaque, que ça va diminuer la confiance du public américain envers les institutions et le système de justice. Et c'est le calcul qu'ils font finalement. Ils sont fed up, comme on dit aux États-Unis. De Biden. Ils veulent du changement. Le désir de changement est très, très fort. Raphaël, c'est important d'entendre tout ça parce qu'on a tendance, et à l'extérieur des États-Unis, ici, des fois qu'on parle de Trump, de dire « oui, mais c'est un dirigeant de secte », puis les gens... Mais il y a des gros intérêts financiers, corporatifs, qui trouvent qu'il y a trop de réglementation, trop d'impôts. Lui, l'homme, promet des baisses d'impôts, promet des déréglementations, promet des choses qu'ils aiment. Donc, ça joue dans l'équation actuellement. Et comme dit Catherine, il y en a qui disent on va se pincer le nez, mais on aime mieux 4 ans de Trump qu'un autre 4 ans de Biden. C'est ce qu'on ne doit jamais perdre de vue. M. Biden dit continuellement qu'on ne devrait pas le comparer à Dieu puissant, à un Dieu tout-puissant. On devrait simplement le comparer à une alternative. Autrement dit, le standard ne devrait pas être simplement jugé de son bilan. Mais savez-vous quoi? Cette logique-là, elle fonctionne aussi à l'inverse. C'est-à-dire que pour tous les problèmes, et ils sont, encore une fois, innombrables de Donald Trump, on a eu un exemple de ça historique et réellement grave sur le fond dans les 24 dernières heures. Et pour tous ces problèmes, le simple constat après 3 ans et demi, et c'est le même depuis des mois et des mois et des mois, en fait, depuis le premier été, la fin du premier été de M. Biden à la Maison-Blanche, il y a une insatisfaction majoritaire et, encore une fois, qui ne déroge pas à l'endroit du président sortant. Donc, on peut parler à longueur de journée des déboires de M. Trump avec la justice. Non seulement ce n'est pas une priorité pour les électeurs présentement, mais encore une fois, M. Biden est un président sortant qui est historiquement impopulaire. Ça non plus, ça bouge pas. Très bien. Bon, quand même, remettre en question le système de justice, là, on touche quand même à des piliers dans une démocratie. Catherine, est-ce que c'est pas un jeu dangereux? Ben oui, c'est un jeu dangereux, mais dans la tête des républicains, pour les républicains, pour eux, ils ont le constat, c'est que les démocrates ont vraiment pris d'assaut, corrompu et subverti les institutions américaines et qu'ils soumettent finalement les institutions américaines à leur idéologie de gauche et qu'ils font de l'activisme finalement comme gouvernement au sein de ces institutions-là. Donc, il faut se placer de leur côté pour voir que cette conviction-là est extrêmement solide et elle ne change pas, elle est encore plus forte avec ce qui s'est passé aujourd'hui. L'électeur américain regarde aussi ce qui se passe puis on l'entend, là, on l'entend aux États-Unis, là, c'est des personnes qui sont âgées, donc M. Biden et M. Trump ne sont pas de jeunes politiciens. Il y a ça aussi qui joue dans la balance. Les capacités du président Biden, ça a fait les nouvelles plus d'une fois, mais ça demeure quand même extrêmement important dans le choix des Américains pour la prochaine élection. Donc, c'est la nature humaine, hein? Un point, Patrice, très rapidement, sur la question, disons, de la démocratie des institutions. S'il y a une carte que M. Biden et ses alliés peuvent potentiellement jouer là-dessus, ce n'est pas nécessairement le fond de l'histoire Stormy Daniels. C'est en énorme partie la réaction à tout ça de la part de M. Trump. Parce que oui, là aussi, sur le fond, c'est réellement grave. Et si le camp démocrate est capable simultanément de ne pas avoir l'air de jouer le jeu de M. Trump en se présentant essentiellement comme étant ceux qui tiraient les ficelles derrière ce procès-là, mais en même temps
présenter M. Trump comme quelqu'un qui s'en prend non seulement au système de justice, mais aux institutions démocratiques de façon beaucoup plus large, notamment, comme lorsque on a eu l'insurrection au Capitole en janvier 2021, là, il peut y avoir quelque chose qui percole au-delà de la base démocrate. Parce que la question de la démocratie américaine, ce n'est peut-être pas aussi fort dans les sondages comme priorité que, par exemple, l'économie et le coût de la vie, mais ça demeure important pour les Américains. Et le drame de M. Biden, c'est que même, là, on parlait des financiers, tout ça, mais même l'Américain moyen pense encore, selon les sondages, qu'économiquement, ça se passait mieux sous Trump que sous Biden. Il y a cette impression-là qui est tenace. Israël, il nous reste 3 minutes. Israël, là, on a vu l'initiative, enfin, il le dit publiquement, M. Biden, le plan de paix proposé par Israël, il enjoint le Hamas à venir vraiment négocier. Bon, s'il pouvait s'enlever cet énorme dossier du pied, ça serait déjà pour lui un plus, là, Catherine. Oui, bien, il y a énormément de pression, tant au niveau domestique qu'au niveau international. Je suis certaine que c'est sans cesse. Et donc, pour lui, il doit montrer qu'il y a des efforts vers une feuille de route de la paix. Donc, c'est positif pour lui aujourd'hui d'établir cette feuille de route-là. C'est une proposition qui peut-être ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement israélien. On voit qu'elle est poussée beaucoup par les Américains, que les Américains disent au Hamas accepter cette proposition. Donc, ne font peut-être pas la leçon à Israël, ils font la leçon au Hamas. Et c'est très important. Vous allez me donner le bénéfice du doute. Négocier avec un groupe terroriste, c'est toujours difficile. Mais franchement, on espère que cette tentative-là, parce qu'on était là il y a quelques semaines, est la bonne. Et si on commence à parler de feuille de route et de processus, pour moi, c'est très positif, là. Oui, Raphaël, il met de la pression sur le Hamas, oui, mais aussi sur Israël en disant garder cette proposition qui est considérée plus généreuse, même si au sein du cabinet, il y en a qui trouvent que c'est trop généreux. Incluant peut-être le premier ministre israélien lui-même, parce que même si on ne le dit pas explicitement, ce que M. Biden vient dire essentiellement, c'est on va changer l'objectif fondamental. L'objectif fondamental, présentement, c'est de prévenir, c'est d'empêcher la Hamas de monter un attentat comme celui qu'il a monté le 7 octobre dernier. Alors que le but explicite de M. Netanyahou depuis le début de cette affaire-là, c'était quoi? C'était non seulement ça, mais de carrément détruire la Hamas. Donc, est-ce que le président américain est en mesure d'aller se rallier l'appui du cabinet israélien, du premier ministre israélien pour peut-être réduire leurs attentes, leurs objectifs? On verra, mais effectivement, comme Catherine l'a dit, les incitatifs sont à la fois pour M. Biden, d'un point de vue interne et d'un point de vue externe, ses propres alliés domestiques à la maison, les démocrates, et tous les pays du monde arabe qui sont des alliés des Américains et qui veulent que rapidement on finisse par mettre le couvercle sur cette épouvantable marmite-là. Assez, c'est assez, là. Je pense que si ça pouvait, cette fois-ci, être la bonne. Catherine Loubier, merci, ça a été un plaisir. À très, très bientôt. Donc, merci. Raphaël Jacob, merci. À très, très bientôt, vous aussi. Bonne fin de semaine. Au revoir.